Tout d'abord, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à cette réunion dédiée aux process et aux outils d'évaluation des certificats de qualification professionnelle de la branche textile et habillement. Vous l'aurez compris, comprendre le processus d'évaluation des CQP et des outils associés, c'est essentiel pour garantir la préparation adéquate et la conformité aux normes établies. Vous le savez, en tant qu'organisme de formation habilité, votre engagement envers la qualité de la formation est fondamental. Donc, cette réunion, elle vise à renforcer vos compétences et connaissances dans le domaine de l'évaluation des CQP. Et nous vous remercions avant tout par votre présence et votre engagement envers cette amélioration continue de la branche textile et habillement. Je vais juste rappeler pour que cette réunion se déroule dans les meilleures conditions possibles et vous présenter quelques directives. Alors, dans un premier temps, ça serait bien de poser vos questions dans le chat. Je vous encourage en tout cas à les poser puisqu'on pourra les traiter tout au long de cette présentation. De partager les points de vue avec bienveillance. Nous valorisons des échanges constructifs et respectueux. Le cas échéant, si vous ne prenez pas la parole, c'est bien de couper vos micros afin d'assurer une qualité optimale et d'allumer vos caméras pour faciliter les échanges. On vous encourage en tout cas lors de cette réunion de les allumer pour favoriser les interactions. Petit rappel, cette réunion sera enregistrée et le support de cette réunion et le lien replay vous sera envoyé par la suite par mail, ce qui vous permettra d'aborder les points qu'on aura partagés aussi avec les collègues qui ne seront pas présents. Je vais laisser maintenant la parole aux intervenantes pour qu'elles puissent se présenter et afin de mieux appréhender aussi leur expertise, l'expertise de chacune lors de cette présentation. Qui veut se présenter? Je vais démarrer, on va faire dans Mhm. l'ordre. D'accord. Bonjour à tous, Bérengère Deplay-Sabar, je suis la responsable du pôle certification chez Opco2i, donc responsable depuis janvier 2023. Bienvenue à tous. Saravi, je te laisse. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Je me présente Sarah Viros. Je suis chargée de projet sur le sujet de la certification et je vous accompagne sur les sujets tels que les jurys CQP et notamment la saisie de dossiers sur la plateforme GAC. Merci Saravi. Alors bonjour Réjeanne Gass, donc chef de projet fraîchement arrivée depuis le 1er mars 2024. Donc je serai votre interlocutrice principale puisque ma première mission, ça va être d'animer effectivement le réseau des organismes habilités. Donc pour échanger avec vous sur toutes les problématiques que vous allez rencontrer et des échanges récurrents pour avancer ensemble et construire ensemble ces process. Je laisse la main à Claire, si tu veux bien te Bonjour, présenter. oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Claire Pratt du cabinet créatif. J'ai été missionnée par la branche du textile et de l'habillement pour l'actualisation de 7 CQP dont on va vous présenter aujourd'hui les nouveaux contenus. Merci Claire. On vous propose un aperçu du contenu. C'est ce que nous allons aborder cet après-midi. Donc, nous avons structuré cette présentation en 4 parties, chacune traitant de sujets essentiels relatifs aux process et aux outils d'évaluation dans le domaine du textile et de l'habillement. Et ce qu'on vous propose, c'est qu'entre chaque partie, nous prendrons un temps de répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat dès que vous en avez une pour qu'on puisse revenir dessus après chaque partie. Avant de démarrer, effectivement, je vous laisse prendre connaissance de ce sommaire. Donc, vous aurez une présentation globale du dispositif de certification, l'actualisation des CQP et des CQPI et avec des précisions sur les nouveautés. On fera un focus aussi sur l'aménagement des modalités d'évaluation pour les personnes en situation de handicap. Et à la fin, je reviendrai sur les process d'habilitation et les contrôles. Voilà, pour vous apporter des éléments complémentaires. Avant de laisser la main à Bérangère, je voulais savoir si vous-même, vous aviez des premières questions par rapport à ce sommaire. Est-ce que ça convient? Est-ce que ça répond déjà à vos attentes? Peut-être préciser effectivement que l'objectif de cette réunion, c'est de faire un focus sur cette certification, les certifications que vous voyez apparaître sur le pavé de droite. Et évidemment, Claire viendra plus en détail sur les certifications et ce qui a été modifié dans les référentiels. Donc voilà.
Alors, soit des questions en main levée directes si vous voulez, ou alors dans le chat. Et si vous n'avez pas de questions, on déroule ce procédé, enfin, ce, ce sommaire. Donc, on va vous proposer une présentation générale du dispositif de certification et je vais laisser la main à Bérangère pour cela. Merci. Donc, effectivement, avant de rentrer dans le détail des certifications dont on a parlé juste avant, un rappel des différentes voies d'accès à la certification. Donc, il existe 2 voies d'accès, donc l'accès par la formation et l'accès par la VAE. Donc, pour rappel, puisque pour la plupart, vous voyez bien ce schéma et les 2 dispositifs, les différentes voies d'accès. Donc, pour l'accès à la formation, donc, il y a la possibilité pour des nouveaux entrants dans le métier d'accéder à ces certifications et également la possibilité pour les salariés en poste. Donc, pour les nouveaux entrants, pas d'évaluation initiale puisque ces personnes, pour la plupart, n'ont pas forcément de formation sur le métier, de connaissances sur la certification. Donc, on passe par l'étape parcours formation interne en vue de l'acquisition de la certification entière ou en vue de l'acquisition d'un bloc de compétences. Ensuite, l'évaluation des compétences pour ce nouvel entrant, donc à la fin de cette formation. Et la dernière étape, donc le passage devant, donc le dossier passe devant le jury paritaire de CPNE pour une délibération sur la délivrance de la certification. Pour les salariés en poste, dans le process de ces 2 branches, textile et habillement, il est prévu une évaluation initiale, ce que l'on appelle le positionnement, qui permet de faire un repérage entre les compétences de la personne et les compétences attendues pour la certification. Donc, 2 possibilités. Soit il y a un écart par rapport au niveau requis et là, la personne passe par l'étape formation, ou alors il n'y a pas d'écart et donc la personne passe devant le jury paritaire, enfin pas la personne, mais le dossier de cette personne passe en jury paritaire de CPNE. Et enfin, donc, pour la dernière voie d'accès qui est l'accès à la VAE, on rentrera pas forcément dans le détail aujourd'hui puisque, comme vous le savez, le dispositif de la VAE est en pleine réforme suite à la loi du 22 décembre 2022. Et donc, aujourd'hui, tant que l'arrêté ministériel n'a pas été publié, nous sommes sous un ancien format. Dès que l'arrêté ministériel aura été publié et qui précisera la date à laquelle les certifications devront être sur la plateforme France VAE, puisque donc, dans le cadre de cette réforme, les certifications devront toutes être identifiées et les certificateurs devront inscrire leurs certifications sur la plateforme France VAE. Donc, dès que les certifications textiles et habillement seront sur cette plateforme, nous devrons avoir un process qui respectera tout ce qui sera prévu dans la loi. Mais aujourd'hui, on est sous l'ancien format. C'est pour ça et c'est la raison pour laquelle on ne détaille pas le nouveau format. Donc, on reste sous l'ancien format. La seule spécificité, c'est les 1 an d'expérience qui aujourd'hui ne sont plus nécessaires avec cette loi du 22 décembre 2022. Donc, vous aurez une information dès que l'arrêté ministériel et la date à laquelle les certifications seront sur la plateforme France VAE, on vous informera bien évidemment, parce que ça aura des incidences pour vous aussi. À préciser également, la VAE est un dispositif qui est très peu mobilisé dans ces 2 branches. Il y a très peu de dossiers. Un rappel des différents acteurs des dispositifs certification dans les branches textiles et habillement. Donc, dans un premier temps, la CPNE, Commission paritaire nationale de l'emploi, qui a plusieurs rôles. Donc, dans un premier temps, identifier les besoins en compétences et en formation dans les différents métiers de ces 2 branches. Ensuite, décider de la création et de la mise en œuvre de ces certifications. Faire évoluer le dispositif, les procédures, les référentiels. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous réunit aujourd'hui, puisqu'il y a eu des modifications il y a peu. Donc, c'est vous présenter ces modifications. Ensuite, habiliter les organismes qui mettent en œuvre les actions de formation et d'évaluation, donc vous.
veiller à ce que le dispositif soit bien mis en œuvre et dans le respect des procédures également. La communication sur les certifications pour faire la promotion et que les entreprises et les candidats aient connaissance des certifications. La réponse également aux obligations liées aux critères d'enregistrement, puisque il y a 9 critères France Compétences et donc le certificateur se doit de respecter et d'être en cohérence avec ces critères exigés par France Compétences. Également un rôle de la part de l'opérateur de compétences qui est OPCO2I, avec 2 intervenants différents qui sont donc les collaborateurs du pôle certification donc autour de cet écran, mais également un rôle de la part des conseillers OPCO2I. Donc pour le pôle certification, c'est recevoir et traiter les demandes d'habilitation pour ensuite qu'elles soient validées dans les CPNE. Également, et c'est la raison pour laquelle Réjeanne a rejoint le pôle certification, c'est l'animation de ce réseau d'organismes habilités. Alors, pas pour toutes les branches OPCO2I, mais pour un certain nombre pour lesquels nous avons le mandat de gestion. Nous avons un rôle également pour assurer le pilotage et le suivi de ces actions de certification pour le compte des CPNE, donc préparer les dossiers pour les jurys, faire le suivi des cohortes, donc présenter les demandes d'habilitation en CPNE, etc. Nous avons également un rôle d'assurer et organiser les contrôles pour le compte des CPNE pour vérifier que les partenaires habilités, donc vous, mettiez bien en œuvre et respectiez tout ce qui est process de certification. Donc, pour ce qui est du rôle des conseillers en région, donc, la communication sur les certifications et la promotion des certifications, et également l'ingénierie financière en lien avec vous, organismes habilités, auprès des entreprises. Donc, votre rôle en tant qu'organisme habilité, c'est également la promotion des certifications auprès des entreprises, la transmission de toutes les informations nécessaires pour réaliser les bilans les bilans des actions de formation et d'évaluation, donc dans le cadre des préparations de jury, voilà. Organiser et mettre en œuvre les parcours formation, mais également organiser et mettre en œuvre tout le dispositif certification en respectant les procédures et les différentes étapes mises en place par les 2 certificateurs qui sont le textile et l'habillement. Et enfin, collaborer au processus d'amélioration continue de ces certifications. Exemple, quand nous sommes dans le cadre de redépôt des certifications de rénovation, lorsque Claire Pratt vous sollicite ou lorsque les branches vous sollicitent, de collaborer pour améliorer le dispositif certification. Et enfin, donc, le jury paritaire, qui est une émanation de la CPNE. Donc, le jury paritaire, donc, il a pour rôle de s'assurer du respect des procédures. Donc, comme il y a le mandat de gestion, c'est l'OPCO qui le fait, mais c'est son rôle en tant que certificateur aussi de s'assurer du respect des procédures, de la qualité également. Également, s'il constate au moment des jurys des dysfonctionnements, donc faire état de ces dysfonctionnements et éventuellement avoir des échanges avec vous par la suite pour pouvoir améliorer les dysfonctionnements. La délibération des résultats à chaque candidat et la délibération en totale ou partiellement, puisqu'on peut avoir des délibérations partielles. Et enfin, la signature des parchemins. Donc, pour un petit focus sur les candidats, qui sont ces candidats aux différentes certifications de ces branches? Alors, pour rappel, on l'a vu tout à l'heure, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais avec nos 2 voies d'accès, dans le cadre de formation, donc on peut accéder à la certification soit à l'issue d'un parcours formation ou dans le cadre d'une VAE. Et donc, le dispositif certification est accessible aux entreprises et aux salariés relevant des branches textiles et habillement ou salariés souhaitant intégrer une des entreprises de ces 2 branches.
également, c'est possible pour certaines certifications aux demandeurs d'emploi ou alors avec une expérience, également pour les demandeurs d'emploi. Pour rappel, pour les personnes qui relèveraient, donc entreprises ou salariés qui seraient d'une autre branche professionnelle hors textile ou habillement, les CPNE textile ou habillement souhaitent voir les dossiers avant démarrage, donc la candidature de ces personnes avant démarrage du parcours pour pouvoir traiter cette demande de dérogation dans une des deux CPNE. Donc ça, c'est très important, hein. C'est pas après, quand le dossier est constitué et en jury, que la CPNE doit statuer, c'est vraiment avant démarrage. Et nous avons rencontré également des situations où une entreprise avait eu une fois une dérogation une année parce qu'elle n'appliquait pas la convention collective textile ou habillement, et elle a remis en place un dispositif similaire 1 ou 2 ans après, sans bénéficier de cette nouvelle demande de dérogation. Donc non, hein, c'est vraiment pour chaque nouveau dossier, il faut une demande de dérogation. Puisque la décision peut changer. Voilà. Merci, c'est bon, Réjeanne, merci. Un focus sur les différents dispositifs pour pouvoir accéder aux certifications. Donc là, on est sur les dispositifs de financement. Donc, les entreprises peuvent mobiliser le plan de développement des compétences pour les certifications actives ou RNCP, mais également inactives. Donc ça, c'est important de rappeler qu'il est possible de bénéficier comme financement, puisque quelquefois, les entreprises pensent que quand il n'y a pas d'inscription à RNCP, il n'y a pas de financement. Donc, c'est pas forcément le cas. Pour le CPF, donc là, il faut obligatoirement que la certification soit active pour avoir un financement CPF. Pour le contrat de professionnalisation, donc c'est possible si la certification est active, mais également si elle est inactive. Petite précision, donc pour ce qui est de la prise en charge, il faut que l'entreprise se rapproche de son conseiller OPCODESI pour connaître les règles de financement. Les certifications donc les CQP ne sont pas éligibles au contrat d'apprentissage. Donc ça, je pense que tout le monde a bien ça en tête, mais c'est voilà, pour vous le rappeler. Pour le dispositif PROA, donc oui, c'est possible si la branche a un accord PROA et donc non, et si elle est inscrite au RNCP, pardon. Et donc, si la certification si la branche a eu un accord PROA, mais que la certification est inactive, ce n'est plus possible. Donc, pour rappel, le textile avait un accord PROA qui est tombé. Donc, ce n'est plus possible aujourd'hui de mobiliser la PROA pour le textile. Pour certaines branches également, il y a des accords mesures d'urgence. Donc, les certifications sont éligibles au financement accord mesures d'urgence pour les certifications actives, mais également inactives. Pour les cofinancements publics, par exemple, il y a des cofinancements régionaux ou des cofinancements nationaux du FNE, par exemple. Donc là, il faut vraiment que l'entreprise se rapproche de son conseiller. C'est possible de financer des CQP, actifs ou inactifs, mais par contre, il faut vraiment... chaque financeur a ses règles, donc il faut vraiment que l'entreprise se rapproche de son conseiller OPCODESI. Et enfin, donc la préparation opérationnelle à l'emploi. Donc là, oui, c'est possible d'avoir un financement pour les certifications actives, mais également inactives. Il faut juste vérifier quand même que la branche a bien ouvert le dispositif aux demandeurs d'emploi et vérifier les prérequis. Si par exemple, il faut 1 an d'expérience ou l'obtention d'une autre certification d'un niveau inférieur, il faut vérifier que la personne, elle est bien éligible pour pouvoir faire une PO avec une visée CQP. Bérangère, nous avons une Oui. question.
Ah oui, alors on va peut-être, je crois que c'est l'avant-dernière slide ou la dernière slide. Comme ça, on fera un focus vraiment sur toutes les questions surtout qu'il nous reste une slide, si je ne dis pas de bêtises, ou c'est peut-être même la dernière du chapitre. Oui, pour les prérequis. Il Ouais. reste les prérequis. Donc, un petit rappel, puisqu'ils n'ont pas changé, un petit rappel des prérequis pour accéder aux certifications que l'on va traiter aujourd'hui, puisque Claire vous en parlera tout à l'heure. Donc, pour rappel, il y a des certifications pour lesquelles il n'y a pas d'expérience requise pour accéder donc, à ces certifications. Donc, l'opérateur en confection ou l'opérateur en confection main. Donc là, les certifications sont accessibles sans lien avec le métier. Par contre, très important, dans le cadre de dispositifs régionaux ou de POE, donc pour des gens qui ne seraient pas en entreprise, il est exigé néanmoins 4 semaines d'immersion en entreprise industrielle, et j'insiste sur entreprise industrielle, pour pouvoir être éligible aux certifications. Donc, s'il y a POE, il faut obligatoirement 4 semaines d'immersion en entreprise industrielle pour que la CPNE puisse traiter les dossiers. Pour l'opérateur, donc ensuite, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail puisque vous aurez le support par la suite. Donc, nous avons ensuite nous avons 5 certifications. Donc, l'opérateur multiposte en confection, le monteur prototypiste en confection, le régleur machine production textile, le conducteur d'équipement industriel et l'animateur d'équipe. Avec, sur cette slide, quelles sont les certifications que pourraient avoir les personnes et qui leur permettraient d'accéder donc à ces certifications. Donc là, ce sera sur la partie de gauche. Ou alors, au moins 1 an d'expérience professionnelle. Donc là, la partie de droite, c'est soit vous avez une certification, par exemple, pour l'opérateur multiposte en confection. Si vous avez eu dans une entreprise précédente votre CQP opérateur confection, que vous êtes à nouveau demandeur d'emploi et que vous faites une POE dans laquelle vous préparez un opérateur multiposte en confection, vous pourrez y accéder. Ou alors, je suis depuis 1 an dans mon entreprise, donc j'ai 1 an d'expérience, donc je peux accéder à l'opérateur multiposte en confection. Alors, on va peut-être passer aux questions. Oui, je pense. Alors, il y avait une question sur l'accord PROA de François Lovry. Est-ce qu'il y a un nouvel accord PROA signé pour les branches textiles et habillement? Alors, j'ai vu Romain Garnier qui s'était connecté. Alors, peut-être, si Romain en est d'accord, qu'il puisse nous donner peut-être un peu plus de visibilité sur l'accord PROA textile. Romain, ou alors il est peut-être déconnecté. Ah, merci Romain, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, le dispositif PROA n'a pas été un succès sur les 3 années d'application de l'accord. On était sur un accord à durée déterminée, quand il a été conclu avant le Covid, qui n'était pas forcément le choix d'autres branches, et on a eu un succès très limité, puisque quand on regarde sur les différentes années de mise en œuvre du dispositif, on a une entreprise qu'on a bénéficié en 2020, 3 en 2021 et une en 2022. On a eu les données pour l'année 2023 récemment, c'est 4 entreprises. Le nombre d'entreprises mobilisées, c'est quand même très très faible. C'est pas forcément propre à notre branche, sous le contrôle de Bérengère. Oui. C'est pas un dispositif qui a rencontré le succès des anciennes périodes de professionnalisation. Donc ça, c'est sur le bilan des 3 années d'application de l'accord. Après, si vous avez des demandes de la part des entreprises sur des souhaits de mobilisation de PROA, on peut tout à fait étudier un renouvellement de l'accord.
Mais il faut savoir que les accords Pro 1 doivent être étendus par le ministère du Travail. Donc, il faut compter à peu près un semestre entre le moment où on signe et le moment où ils peuvent être mis en œuvre. Et comme il faut qu'on fasse le bilan d'application auprès des partenaires sociaux, il faut aussi qu'on montre que ça répond à un besoin. Je ne sais pas, c'est François peut-être qui posait la question. François, vous avez identifié des demandes sur Alors, de mon périmètre côté, de Maya? au niveau de Maya Campus, on a quelques demandes, alors qui ne sont pas compléteurs. Hein. C'est vrai que la mise en place est peut-être un succès et peut-être lié aussi aux critères de mise en place par rapport aux périodes de professionnalisation antérieures. Mais sinon, effectivement, potentiellement, on a quelques entreprises, enfin moi dans mon giron de clients qui seraient intéressés, enfin, potentiellement intéressés pour essayer la pro, quoi. Mais bon, moi ça fait exactement 3 entreprises en fait là, touchées en immédiateté. Après, il faut s'il y a un nouvel accord, il faut qu'on fasse une démarche commerciale, quoi. Je ne vois pas Sarah Vie s'il y avait d'autres questions, puisque je n'ai pas Oui, le oui. chat qui s'affiche. Si, alors il y a Oui. il y a encore 3 autres questions. Ensuite, il y a Jean-Jacques Proquès qui pose la question de quels sont les critères qui définissent une entreprise industrielle, donc le fameux stage en entreprise industrielle de 4 semaines. C'est une bonne question. Une entreprise qui a eu, enfin, par exemple, nous avions quelquefois dans des stages d'immersion Des ateliers. des tout petits ateliers qui n'avaient pas où il y avait un salarié, ou par exemple des retoucheries, enfin voilà, vraiment des entreprises qui n'étaient vraiment pas qui, qui, oui, qui n'étaient pas une entreprise industrielle. Donc, je ne sais pas comment, enfin, si vous voulez peut-être préciser votre question, Monsieur Proquès. Monsieur Proquès. Oui, bonjour. Oui, Bonjour. la question, elle est simple. J'ai déjà été confronté à ça. Effectivement, c'est pour ça que je reviens dessus. C'est que dès lors qu'on définit une restriction, il faut qu'on puisse avoir de mon sens, il faut qu'on puisse avoir des critères précis. Je reprends un exemple qui est parfaitement illustré par le tableau qui est illustré là, qui est présenté. On nous dit donc une expérience, et là on nous dit un an. Bon, bah, c'est parfait, c'est clair, vous voyez ce que je veux dire? C'est opposable, c'est indiscutable. Après, la question de l'entreprise industrielle, elle est la même. C'est qu'effectivement, moi, j'ai été confronté à cette question et bah, je dois bien dire que j'ai été bien embêté pour essayer de dire qu'est-ce qu'on considère qui est une entreprise industrielle. Alors, est-ce que c'est une question réglementaire? Il n'y a pas forcément d'effectifs. Oui, ben voilà. Pas... Donc, effectivement, ça pose question. Voilà. Donc, je vous la retourne et voilà. Oui, je comprends, parce qu'au final, on peut avoir une entreprise industrielle même avec un tout petit effectif parce qu'elle a une activité. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu de mal à vous répondre. Je ne pourrais pas. Alors, il y a Claire. Peut-être que Claire, elle a eu. Merci, Claire, si tu as des précisions. Juste peut-être, voilà, en espérant répondre à votre question. Oui, effectivement, ce n'est pas forcément lié à un effectif parce que c'est lié évidemment à une organisation type industrielle. En fait, ce qui compte, encore une fois, le point d'entrée, c'est le référentiel. À partir du moment où le référentiel du CQP, on peut évaluer dans cette entreprise l'ensemble des compétences, je pense qu'on y est. Voilà, c'est surtout ça. C'est de dire que le CQP visé et lorsque le candidat ou la candidate sera en situation professionnelle dans cette entreprise, on peut évaluer l'ensemble des compétences, voilà, décrites dans le référentiel. C'est surtout ça. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, oui, tout à fait. Mais ça veut dire que pour revenir sur l'exemple qui a été cité précédemment, imaginons dans une retoucherie, si je suis en capacité, je prends l'exemple, si je suis en capacité d'évaluer toutes les compétences, ça pourrait le faire, donc. Alors, encore faut-il voir effectivement l'organisation de cette retoucherie.
oui, à partir du moment où toutes les compétences peuvent être évaluées, on peut considérer que c'est en adéquation. Oui. Ok, donc ça veut dire par contre, dans les cas litigieux, il faudrait le justifier quelque part, parce que la question va se poser. Et Oui. donc ça veut dire qu'il faudrait un préalable, dire voilà, bah, on estime que l'organisme qui va intervenir estime que dans ce contexte-là, on, on peut effectivement évaluer l'ensemble des compétences, parce que la personne, dans sa retoucherie, bon, voilà, elle fait ci, ça, etc., elle remplit un document, enfin, etc., etc. Ok. Oui, et effectivement, c'est important de souligner ça, puisque quand on présente les dossiers en jury de certification, quelquefois, vous avez les arguments, et lorsque nous avons des questions en jury de CPNE, nous n'avons pas forcément toujours. Donc, c'est pour ça qu'on vous. Alors, soit on vous pose les questions en amont, donc c'est Sarah Vie, hein, souvent qui est en contact avec vous, mais quelquefois, on ne pose pas toutes les questions, on n'anticipe pas toutes les futures questions. Et soit on revient vers vous pour apporter des compléments à la prochaine réunion. Mais si vous pouviez effectivement, vous savez qu'il y aura des questions sur tel ou tel candidat, évidemment, on est preneur de plus de contexte et d'éléments, bien sûr. Ok, merci. Il y avait une dernière question. Donc, est-ce qu'il est possible de mettre en place une VAE pour une certification inactive? Donc, dans le cadre de la réforme de la VAE, il n'est plus possible il n'est pas possible d'accéder à la certification inactive par la VAE. Donc non. Si la certification est inactive, il n'y aura pas de VAE. Et ma question, elle était aussi Oui. pour Oui. un CQP actif. Donc oui, bien sûr, c'est possible. On peut accéder. Avec la mouture, parce que comme elle est en réforme, avec la Oui. mouture qui était existante. Ok. Oui, alors tout en Merci. sachant que on en parlera tout à l'heure, mais les certifications, pas toutes, puisque l'animateur d'équipe est à nouveau actif, mais les autres sont en instruction chez France Compétences. Donc aujourd'hui, à part l'animateur d'équipe, mais en tout cas toutes les certifications dont on va parler aujourd'hui ne peuvent pas accéder, les personnes ne peuvent pas y accéder via la VAE pour le moment. Oui, je pensais à l'animateur d'équipe. Et je crois que nous avons fait le tour des questions pour ce. Alors, il y avait juste une petite remarque de François, c'est la PROA d'un succès est peut-être due aux critères de mise en place. Mais Oui. il avait ensuite complété à l'oral, donc Romain. Ok. auprès de Romain. Ah, il y a une. Alors, avez-vous une date pour le fait que le CQP redevienne actif? Donc, je ne voudrais pas prendre trop de temps pour pouvoir avoir le temps d'aborder tous les sujets, mais je vais quand même vous faire un petit point, parce qu'on est là pour ça aussi, hein, c'est l'objet de cette réunion. Donc, les certifications, à part l'animateur d'équipe, donc le conducteur d'équipement industriel et si on peut revenir sur la slide où on avait tous les prérequis, là, juste après. Pardon, oui. Merci beaucoup. Donc, toutes ces certifications-là, donc mis à part l'animateur d'équipe, ont été redéposées en décembre. Pour votre information, France Compétences a un délai d'instruction de 6 à 7 mois environ. Ça peut être plus court ou plus long. Donc, nous aurons un retour de l'instruction France Compétences probablement en juin. Juin ou septembre, enfin juin ou juillet, à voir en fonction des dates de commission, puisque France Compétences a des commissions tous les mois. Donc, il y a des instructions et des commissions tous les mois. Normalement, le conducteur d'équipement industriel devrait être un peu plus rapide, puisque France Compétences m'a dit qu'il serait traité à la commission de mars ou avril. Donc, le conducteur d'équipement, normalement, mais moi je ne m'engage pas puisque c'est les commissions France Compétences, hein, mars ou avril où on aura un retour. C'est pas voilà, on ne sait pas s'il sera validé ou pas, mais en tout cas un retour. Et puis les 5 autres, ce sera plutôt, je pense, juin, juillet, pas avant. On va pouvoir passer à la suite. Claire, je te laisse la main.
Très bien. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'actualisation de ces CQP et CQPI. On va rentrer un petit peu dans le détail sur les nouveautés. Alors, une première grande nouveauté, bien sûr, pour l'ensemble de ces certifications, c'est leur découpage en blocs de compétences, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Alors, bien sûr, c'est une exigence lorsqu'on enregistre ces certifications auprès de France Compétences, c'est de décliner les référentiels en blocs. Donc, on vous les a présentés aujourd'hui, là, pour chaque CQP et chaque CQPI, les différents blocs. L'idée aussi, toujours au niveau de ces référentiels, et toujours pour répondre aussi aux attentes et aux critères qualité de France Compétences, c'était aussi bien de rédiger les compétences et les activités selon les attendus de France Compétences. Donc, il y a beaucoup je dirais, en plus de ce découpage, beaucoup de formalisme, de nouvelles manières de décrire les compétences qui existaient déjà. Et puis, bien sûr, on a adapté ce formalisme également aux critères d'évaluation. Quelques nouveautés également dans le contenu en fait, de ces compétences où nous avons inséré de nouvelles thématiques comme le développement durable, l'environnement, la digitalisation du poste de travail et l'amélioration continue. Ce sont des enjeux, des thèmes qui ont été bien sûr abordés et lorsque j'ai mené en fait ce travail d'actualisation, je me suis entretenue avec des entreprises du textile et de l'habillement, mais aussi avec certains experts d'organismes habilités. Et ce sont voilà, des thèmes qui sont apparus et aujourd'hui comme des thèmes incontournables. Lorsqu'on parle de développement durable, on est en plein dedans. Voilà. Donc, vous pouvez le voir que chaque CQP a soit 2 blocs ou 3 blocs, comme on voit par exemple pour la confection main. Les blocs, à noter que les blocs sur l'animateur d'équipe et le conducteur d'équipement industriel, ce découpage a été proposé par le comité CQPI. Là, nous n'avons pas la main sur ce découpage aujourd'hui, puisque c'est un travail réalisé par le comité CQPI. Voilà. Ce qui est important de rappeler sur ce découpage en blocs, l'objectif des blocs, c'est de permettre à un candidat d'acquérir en fait ce CQP d'une manière progressive, bloc par bloc, avec plusieurs temps. Voilà, on va dire, tiens, en 2024, je me forme et je valide mon bloc 1, et en 2025, je me forme et valide le bloc 2. Il est important aussi de noter qu'un CQP, pour obtenir son CQP, il faut valider l'ensemble des blocs. Et tant que le candidat n'a pas validé l'ensemble des blocs, il n'a pas son CQP. En revanche, il a des attestations de validation partielle pour les blocs qu'il a validés. Voilà. Ce qui est important également dans cette nouveauté de bloc de compétences, c'est que du coup, chaque bloc est certifiable. On a une évaluation pour chaque bloc. Ça, c'est important. On va y revenir ensuite lorsque je parlerai des outils d'évaluation, et notamment l'outil d'évaluation pour le CQPI animateur d'équipe, où nous avions l'élaboration pour le candidat d'un projet professionnel. Et ce projet professionnel, il était transverse. Il évaluait à la fois l'ensemble des compétences. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir presque pas, de modalité d'évaluation transverse. Voilà, il faut un bloc égale une modalité, mais on va voir tout ça après. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Petit rappel, oui, sur les savoirs de base. Les branches textiles et habillement ont décidé qu'un CQP ne peut pas être attribué à un candidat qui ne maîtrise pas les savoirs de base, c'est-à-dire savoir lire, écrire et compter. Pas de nouveauté, c'était déjà mis en place.
c'est à travers l'évaluation de compétences professionnelles, eh bien, on en profite également pour évaluer ces savoirs de base, ce socle de base. Donc, aucun examen spécifique à l'évaluation de ces savoirs est mis en place. Ça se fait à travers le livret, à travers le questionnaire et à travers l'observation au poste, par exemple. Il est important également, eh bien, je dirais de ne pas attendre forcément l'examen, les épreuves, pour détecter peut-être de grosses difficultés pour certains candidats. Ça veut dire que même avant l'entrée en formation CQP, vous pouvez aussi préconiser une remise à niveau sur ces savoirs de base en se rapprochant, par exemple, ou en préconisant au candidat ou à l'entreprise de se rapprocher d'organismes experts dans la formation et dans l'apprentissage de ces savoirs. Voilà. Bien sûr, ça peut être aussi, ces formations de remise à niveau peuvent être également préconisées dans le cadre du parcours de formation CQP. Voilà. Il est important également de bien comprendre que ces savoirs de base, donc ils ont été effectivement listés, référencés dans un référentiel portant sur les savoirs de base. Il est complémentaire au référentiel du CQP. Voilà, ça porte si vous voulez, ça porte un plus au CQP, cette évaluation de savoir de base. Il n'est pas, ce référentiel n'est pas inscrit au RNCP, c'est vraiment un référentiel complémentaire au référentiel du CQP. Voilà. Autre grande nouveauté, dans le cadre de ce renouvellement, de cette actualisation de ces CQP, c'est l'attribution pour chaque CQP et chaque CQPI d'un niveau de qualification. Les branches textile à habillement ont validé pour le CQP opérateur en confection, l'opérateur en confection de main et l'opérateur multiposte en confection. Eh bien, les deux branches ont rattaché ces CQP à un niveau 3 de qualification, tandis que le monteur ou la monteuse prototypiste en confection est rattaché à un niveau 4. Ça a été bien sûr justifié auprès de France Compétences et France Compétences d'ailleurs doit également valider ces propositions de niveau de qualification. Le conducteur d'équipement industriel a été positionné sur un niveau 3, le régleur de machine de production sur un niveau 4 et l'animateur d'équipe également sur un niveau 4. Je parlais donc des modalités d'évaluation. On va s'y retrouver par rapport à ce que vous connaissez. Donc, pour l'opérateur en confection, confection main, multiposte et le conducteur d'équipement industriel, on retrouve nos outils, nos 4 outils d'évaluation. Nous avons d'abord un livret, le livret du candidat. Il a été un petit peu amélioré, où effectivement, vous allez voir apparaître, notamment sur la première page, on va demander plus de données ou d'informations sur le profil du candidat. Et ça, c'est important d'avoir et que cette première page soit remplie parce qu'on demande notamment l'année de naissance, le lieu de naissance du candidat. Et tout ça, ce n'est pas pour l'embêter, c'est parce que derrière, il y aura l'accrochage du candidat à la Caisse des dépôts et consignations pour pouvoir alimenter en fait son parcours de compétences. Donc, voilà, on a un petit peu plus, on demande un peu plus de données sur les profils de chaque candidat. On a également ajouté dans ce livret un auto-positionnement sur les activités liées au CQP visé. L'idée, c'est dès ce premier outil, c'est que chaque expert habilité ait déjà une première vision, une première connaissance des activités que le candidat a déjà réalisées ou pas, et surtout comment lui, il se sent, comment il évalue la maîtrise de cette activité. Voilà. Ça fait partie des nouveautés. Et puis, vous verrez aussi dans le livret
On a également des questions un peu plus ouvertes parce que, comme le disait Bérangère, aujourd'hui, on a différents profils de candidats. On a non seulement des salariés, mais on peut aussi avoir des demandeurs d'emploi ou des nouveaux entrants dans l'entreprise et dans la démarche CQP. Deuxième outil, je ne vous apprends rien, ce fameux questionnaire technique où on demande aux candidats de le renseigner entre 1h30 et 2 heures. Les modalités de renseignement sont toujours les mêmes. Très peu d'écrits, des QCM, des reconnaissances d'éléments sur des photos. Les grands changements, c'est surtout que ces questionnaires étaient un petit peu vieillots, notamment au niveau de la mise en forme et des images. Certaines machines, là, il y a une surjeteuse par exemple qui datait des années 70, 60. Voilà, certaines images qu'il fallait actualiser, moderniser. Bien sûr, pour que ça parle aujourd'hui et que ces photos représentent le terrain. Des nouvelles questions vont apparaître, notamment sur tout ce qui est sensibilisation au développement durable, à l'amélioration continue. On renforce un petit peu le côté qualité, notamment. On conserve pour certains CQP des questionnaires contextualisés. Je pense notamment à l'OMC, l'opératrice multiposte en confection, où on avait des questionnaires contextualisés plutôt à la filière chaîne et trame, un autre questionnaire plutôt à la maille. Donc ça, c'est conservé, évidemment. Et puis, on en profite également voilà, pour remettre en forme, réactualiser voilà, les questions qui semblaient un peu obsolètes. Troisième outil, la grille d'observation en situation de travail. Donc là, on va évaluer les savoir-faire. Donc, cette observation, elle peut se faire en continu lorsque le candidat souhaite valider d'un seul coup son CQP. Donc, on préconise environ 2 heures d'observation, mais on peut très bien aussi observer ces savoir-faire bloc par bloc. Donc, l'idée, c'est d'avoir, pour faciliter un peu la mise en œuvre, c'est d'avoir une seule grille d'observation au poste, mais qui est déclinée bloc par bloc. Voilà. Ça permet effectivement d'évaluer sur l'ensemble des blocs ou bien, si le candidat souhaite valider son CQP de manière progressive, d'évaluer un bloc, puis un autre et encore un autre. Voilà. Donc, une seule grille déclinée en bloc. J'ai aussi simplifié cette grille. Pour certaines grilles d'observation, il y avait plus de 15 pages. C'était un petit peu lourd. Ouais, on va se le dire entre nous. Donc, aujourd'hui, tout doit être observé, mais vous le verrez que ces grilles sont nettement simplifiées. Il n'y a plus ces espèces de loupes ou ces indications, ces repères en rouge. Voilà, l'idée, c'était de rendre les choses beaucoup plus simples dans la mise en œuvre, beaucoup plus fluides. Vous le verrez. Vous avez la possibilité d'imprimer cette grille et de la renseigner, vous, en tant qu'évaluateur, à la main, mais vous pouvez très bien, aujourd'hui, la renseigner aussi via une tablette. Hein. Vous avez votre tablette avec vous en entreprise et vous pouvez, au fur et à mesure de vos observations, de remplir, de renseigner cette grille via votre tablette. Lorsqu'on parle d'observation en situation de travail, on rappelle que ce n'est pas forcément une observation passive. Il faut aussi parfois questionner le candidat, hein, lui poser des questions et pourquoi tu fais ce geste et que se passe-t-il par exemple lorsqu'il y a une panne, qu'est-ce que tu es amené à faire, hein, il faut parfois simuler la situation parce qu'on ne va pas mettre une machine en panne pour voir comment la personne réagit. Il faut parfois donc poser la question et dire voilà, comment tu vas réagir dans cette situation. Et puis, vous avez des espaces prévus pour préparer éventuellement des questions complémentaires, des questions parce que vous avez effectivement identifié sur le livret du candidat
que cette activité, eh bien, le candidat avait effectivement renseigné qu'il ne la maîtrisait pas vraiment ou qu'il n'avait jamais mis en œuvre cette activité. Donc, ça vous permet, cet espace sur cette grille d'observation vous permet voilà, de préparer votre observation en rédigeant quelques questions en avance, voilà, par exemple. Et puis, dernier outil, la grille d'entretien final, hein, elle existe toujours. Cette étape, elle permet de finaliser le parcours d'évaluation. Cette grille, hein, comme pour la grille d'évaluation au poste, en fait, c'est une grille qui est déclinée aussi en blocs de compétences. Voilà. Vous pouvez bien sûr la renseigner de manière manuscrite ou bien de manière informatique. Hein. Voilà, ça c'est comme chacun le souhaite. Et autre outil également à votre disposition, un fichier Excel de restitution des résultats. On va en parler dans 2 slides après. Ce fichier Excel vous permet de saisir rapidement les notes du questionnaire, les appréciations de la grille d'observation au poste et de voir les pourcentages en fait atteints, les seuils de réussite par pourcentage à chaque compétence. Ça, c'est important parce que vous allez le voir, hein, vous allez me poser la question, mais Claire, à partir de quand on considère qu'un bloc est acquis? Parce que ça, c'est la nouveauté, donc on va le voir. Donc, c'est important d'avoir ce fichier Excel renseigné parce que ça vous permet de tracer déjà et d'assurer une traçabilité de toutes ces notes et de ces appréciations, de faire votre propre analyse et de faire vos préconisations entre ce qui est acquis et ce qui n'est pas acquis. Éventuellement. Voilà. Et vous aurez également ce qu'on appelait à une époque le mode d'emploi. Aujourd'hui, on appelle ça le règlement de certification. C'est un gros mode d'emploi qui vous rappelle bien sûr les règles du jeu, les différents outils et puis notamment les règles de validation à partir de quand on considère qu'un bloc de compétences est validé. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Je vais être un tout petit peu plus courte puisque pour le monteur, prototypiste, l'animateur d'équipe et le régleur de machines de production, on retrouve les mêmes outils, le livret, le questionnaire, la grille d'entretien, la grille d'observation de situation de travail. Une toute petite différence, c'est sur l'écrit professionnel guidé. La monteuse prototypiste, le régleur ou l'animateur d'équipe auront, on est quand même sur un niveau 4, auront alors pas pour l'ensemble des blocs, mais pour l'animateur d'équipe pour chaque bloc, mais pour la monteuse prototypiste ou le régleur pour un seul bloc, ils auront effectivement à réaliser un petit écrit qui sera, quand j'appelle guidé, c'est qu'ils auront à leur disposition votre soutien, évidemment, mais ils auront aussi un petit mode d'emploi en disant voilà ce qu'on attend de vous et avec tous les détails qui leur permettent d'élaborer cet écrit. Cet écrit, c'est quoi? C'est une petite action d'amélioration, par exemple, je pense au régleur, ou des préconisations de mise en œuvre d'un nouveau, d'une organisation sur la qualité, des choses comme ça. Voilà. Voilà pour les modalités d'évaluation. Je rappelle, c'est très important que tous ces outils qu'on a cités aujourd'hui, ils sont à votre disposition. Ils ont été préalablement élaborés. Ça, Bérangère, enfin l'OPCO2I nous en dira peut-être un peu plus, mais à l'avenir, là, c'est presque, voilà, c'est en cours. Vous aurez un accès en ligne et vous aurez à disposition donc ces outils. Comme ça, vous êtes sûr en fait d'avoir toujours la dernière version. Ça, c'est important. Chaque outil, que ce soit le livret, le questionnaire, la grille d'observation, possède un mode d'emploi qui vous rappelle comment on met en œuvre cet outil. Possède aussi un mode d'appréciation, hein, puisqu'on est dans une évaluation de compétences, donc avec des modalités d'appréciation. On rappelle également que ces évaluations, elles peuvent se dérouler sur le site de l'entreprise et ou sur plateau technique. Et elles se déroulent en phase collective et individuelle. Je pense notamment à l'observation ou l'entretien. Ce sont des phases individuelles. On rappelle également que pour l'observation en situation de travail,
Elle peut se faire alors soit en binôme, composé d'un évaluateur de votre organisme habilité et d'un référent entreprise. Et l'observation, elle a lieu dans l'environnement professionnel du candidat. Là, rien n'a changé, hein, c'est ce qui existait au départ. C'est important dans ce cas-là d'avoir effectivement quelqu'un qui connaît parfaitement l'organisation de l'entreprise, qui est là pour vous aider à affiner votre évaluation. Ça, c'est important. Voilà. Dans certains cas, vous serez seul dans les évaluations, notamment lorsque c'est des évaluations à partir d'un plateau technique, hein, chez vous, dans vos locaux. Voilà. On rappelle aussi que les outils, qu'ils soient renseignés ou pas renseignés, ne doivent pas être diffusés à l'entreprise ni aux candidats. Enfin, faut faire, voilà, il y a des règles de confidentialité, vous l'aurez compris, c'est des sujets d'examen. Donc, je pense notamment au questionnaire. Voilà, il faut être très vigilant quant à la diffusion, hein, et au strict respect des règles de confidentialité. Voilà, il faut faire attention que ce questionnaire ne disparaisse pas dans la nature. Voilà. Une fois renseigné également, tous ces outils restent en votre possession et vous devez bien sûr les archiver, les garder jusqu'au jury, jusqu'au CPNE, parce que ça peut faire aussi l'objet de contrôle, hein, de dire montrez-moi, tenez un questionnaire rempli par ce candidat, montrez-moi un livret du candidat. Ça peut être demandé pour un contrôle lors d'un jury paritaire ou autre. Et après, bien sûr, voilà, on parlait du fameux fichier Excel. Je n'y reviens pas dessus. Voilà, c'est important aussi pour vous de renseigner ce fameux fichier Excel pour avoir toujours une traçabilité et avoir les résultats, les pourcentages de réussite du candidat compétence par compétence. Alors, tout à l'heure en introduction, quand je vous parlais des modalités d'évaluation, et je vous disais que chaque bloc a une modalité d'évaluation. C'est vrai. Sur le cas du questionnaire technique, vous vous rappelez, dans notre questionnaire technique, on avait entre 50 et voire même 70 questions. Et chaque question était fléchée par un petit code. Derrière chaque question, on avait C1, C2. Ça renvoyait donc à la compétence qui visée par la question. Alors ça, vous allez toujours le retrouver, bien sûr. Donc, chaque question est fléchée et ça vous permet d'identifier là où les compétences visées. Ce questionnaire, il était unique et il balayait l'ensemble des compétences. Aujourd'hui, on va conserver cette même méthode, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu saucissonner, c'est pas un très joli mot, mais bon, on n'a pas voulu découper ce questionnaire en fonction des blocs. Ça voulait dire que pour chaque CQP, vous aurez 3 questionnaires, le questionnaire bloc 1, bloc 2 ou bloc 3, plus la correction. Voilà, en termes de mise en œuvre, c'est pas évident, d'autant plus, et là, ça se justifie comme ça, c'est qu'on est dans ce questionnaire, on évalue des savoirs, des connaissances. Et ces connaissances, quelque part, elles sont transverses à tous nos blocs de compétences. Donc, on a conservé un seul et unique questionnaire qui évalue toutes les compétences de tous les blocs. Donc, c'est important de dire, même si le candidat dit « moi, je ne vise aujourd'hui que cette année, que le bloc 1 », il passera quand même un questionnaire dans sa totalité. Et à ce moment-là, vous ne regarderez que les résultats du bloc 1 pour cette ligne questionnaire technique. Et puis, lorsqu'il sera prêt et qu'il souhaitera valider son bloc 2 ou son bloc 3, vous avez 2 possibilités, ou en fonction des résultats, vous conservez en fait les résultats obtenus pour le bloc 1, pour le bloc 2 ou bloc 3, ou bien vous dites c'était un peu limite à l'époque et vous faites repasser le questionnaire. Voilà.
Je vous pose la question, est-ce que c'est clair? N'hésitez pas à écrire dans le chat si vous souhaitez que je reprécise ces éléments, voilà, sur le questionnaire technique. Là, je crois que je vais laisser la main plutôt à Sarabi. Oui, merci Claire. Donc, je vais aborder le sujet des modalités d'évaluation, mais cette fois-ci sous la saisie des dossiers de candidature sur la plateforme de gestion du GAC, puisque comme vous savez, dès lors que vous êtes un organisme de formation habilité, il vous incombe aussi ce rôle, en fait, cette fonction de venir rentrer les dossiers des candidats sur cette plateforme de gestion. Donc, pour rappel, cette plateforme de gestion, elle vous permet en fait de suivre les candidatures jusqu'à l'obtention de la certification. C'est aussi, ça permet aussi de suivre les évaluations et la validation. Mais c'est aussi un outil qui permet voilà, de collecter les données et ensuite, nous, de rentrer les informations pour faire après le suivi de cohorte. Donc, contacter les candidats et obtenir leur insertion à l'issue des 6 mois et des 24 mois. Voilà, ça sécurise beaucoup plus les données des candidatures que sur un fichier Excel. Et ensuite aussi, ça va aussi permettre de faire la connexion des candidats, des informations avec la CDC, donc la Caisse des dépôts et des consignations, puisque voilà, le certificateur a obligation de déposer ces informations, de déclarer leur certifié 3 mois après la date d'injury, pour que leur passeport orientation compétences puisse se mettre à jour et ainsi avoir affiché sur leur passeport le CQP dont il est certifié. Voilà, donc voilà, c'est un travail à faire et aussi, pour rappel, donc on saisit les dossiers des candidats, l'inscription, l'évaluation et voilà, il faut après venir chercher l'inscription au jury. Et donc, désormais, pour l'année 2024, on vous l'a déjà rappelé lors d'une précédente réunion, qu'on ne pourra pas présenter des dossiers CQP qui ne sont pas saisis, rentrer dans le GAC, un jury CQP à une CPNE. Je te redonne la main, Claire. Oui, alors voilà, ici on vous a présenté donc, on a remis les différents outils, vous voyez, selon le parcours du candidat. Donc, lorsque je suis un nouvel entrant dans le métier, donc je n'ai pas forcément d'expérience dans le métier, la première étape, c'est bien le renseignement du livret du candidat avec ce fameux auto-positionnement qui vous permet, vous, en tant qu'expert, eh bien, d'avoir déjà un premier avis sur le programme de formation. Il va ensuite, cette nouvelle entrant, suivre son parcours de formation. Là, encore une fois, le programme peut se faire en interne avec des tuteurs, peut se faire tout à l'externe, en centre de formation, en inter ou en intra. Tout ça, ensuite, c'est une construction, je dirais, d'ingénierie de formation qui vous revient. Lorsqu'à l'issue de ce parcours de formation, alors que ce soit un parcours de formation sur la totalité des blocs ou sur un seul bloc, on est bien d'accord, il y a l'évaluation des compétences et on retrouve notre questionnaire technique. Selon le CQP, une observation en situation de travail plus un écrit professionnel et un entretien final. Et bien sûr, les résultats sont analysés et surtout, c'est la CPNE, le jury paritaire national, qui délibère, décide de la délivrance ou non du CQP en totalité ou partiellement, c'est-à-dire bloc par bloc. Lorsqu'on a affaire à des salariés en poste plutôt expérimentés, où on est en montée en compétences ou quasiment en validation des acquis de l'expérience, eh bien, la première étape, c'est toujours le renseignement du livret du candidat. Et puis, on va opérer, donc on va effectuer ce positionnement, ce repérage de compétences sur l'ensemble des blocs. On repère sur l'ensemble des blocs, ça c'est important. Donc, on va ensuite faire, bien sûr, on va faire passer le questionnaire technique, l'observation au poste ou un écrit, et puis l'entretien final. Et vous allez analyser les résultats de ce repérage,
soit il n'y a pas d'écart, et à ce moment-là, eh bien, les résultats sont directement, le candidat est directement admissible et son dossier est présenté en jury paritaire, où vous détectez des manques. Et à ce moment-là, il y a un parcours de formation qui se met en place, un parcours de formation qui sera forcément un peu plus réduit qu'un nouvel entrant. Et à l'issue de ce parcours de formation, pour bien vérifier effectivement que les apprentissages ont été efficaces, il y a une évaluation. Et là, cette évaluation consiste à une observation en situation de travail, ou à refaire l'écrit professionnel et à repasser un entretien final. On ne repasse pas, ça c'est ce qui était déjà en place avant le renouvellement de ces CQP, on ne repasse pas le questionnaire technique. Voilà, c'était, je pense, intéressant de resituer à quel moment apparaissaient ces différents outils d'évaluation. Voilà. Alors, page suivante, les règles de validation du CQP en totalité ou de matière partielle. C'était la question. À partir de quand on peut considérer qu'un bloc est acquis? Alors là aussi, vous allez voir, pas de grosses nouveautés. Les branches textiles et habillement ont souhaité conserver les règles du jeu, à savoir, une compétence est acquise lorsque les résultats sont supérieurs ou égaux à 70%. Ça ne change pas. Si les résultats d'une compétence se situent entre 40 et 70%, c'est ce qu'on appelle entre nous un peu la zone de rattrapage. C'est-à-dire que lors de l'entretien technique, l'organisme, l'expert évaluateur, va repêcher, va vérifier si vraiment cette compétence, elle est acquise ou pas. C'est-à-dire peut-être reposer des questions du questionnaire technique en disant là, tu n'as pas bien répondu, allez, explique-moi oralement comment tu aurais fait. Voilà, c'est la zone de repêchage, la zone de vérification si la compétence est acquise ou pas. Par contre, si une compétence est inférieure à 40%, là, il n'y a pas de sujet, la compétence n'est pas acquise. Alors, dans le petit tableau que je vous ai mis ici, on a effectivement, on voit bien C1, C2, C3, on voit bien ces règles du jeu. Lorsqu'on va ensuite parler de blocs de compétences, eh bien, je dirais la logique est la même. Si C1, C2, C3 qui font partie de mon bloc 1 sont des compétences acquises, eh bien, mon bloc, il est acquis. Voilà, ce n'est pas très compliqué. Lorsque je regarde mon bloc 2, qui est composé de la compétence C4 et C5, on voit que ces deux compétences ne sont pas acquises. Eh bien, mon bloc n'est pas acquis. Voilà. C6 et C7, on ne se pose pas la question, tout est acquis. Voilà. Alors, vous allez me dire, alors Claire, si j'ai par exemple C6 acquis et C7 pas acquis, eh bien, mon bloc 3 n'est pas acquis. Voilà. Il faut effectivement que tout soit acquis pour que mon bloc soit validé. Vous voyez qu'on a fait un petit peu évoluer les choses du fait de l'introduction de ces blocs de compétences, mais la logique reste la même et les seuils, le barème reste le même. Une petite aussi nouveauté, et ça c'est lié à l'introduction des blocs de compétences, les branches du textile et l'habillement ont souhaité mettre un délai pour valider l'ensemble des blocs, en fait, dans le cas où on a un candidat qui souhaite valider progressivement son CQP. Eh bien, le candidat doit se former et valider la certification bloc par bloc dans un délai maximum de 3 ans. Pourquoi ce délai? Parce qu'il est important quand même de maintenir une certaine dynamique et l'objectif quand même, c'est que le candidat est sur CQP et pas uniquement 1 ou 2 blocs et puis qu'il abandonne. Donc l'idée, c'est en maintenant un délai, on maintient une dynamique pour justement arriver au bout, l'obtention du CQP. Donc c'est un délai de 3 ans pour valider l'ensemble. Et on a mis 6 mois à titre dérogatoire parce qu'évidemment, le candidat peut être malade ou en arrêt maternité. Donc, on a rajouté aussi ces 6 mois en fonction
du profil, bien sûr, et des besoins du candidat. Voilà. On précise également, et ça vous le retrouverez dans ce fameux règlement de certification, on a précisé les modalités de rattrapage, notamment quand quelqu'un n'est pas là, ne se présente pas par exemple, au questionnaire technique, ne se présente pas à l'observation au poste. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Donc voilà, hein, vous pouvez bien sûr, c'est une demande écrite du candidat qui dit je souhaiterais, j'ai été malade, voilà, je justifie mon absence et je souhaiterais repasser l'épreuve. Et là, vous êtes bien sûr libre d'organiser à nouveau cette épreuve, soit sur un temps spécialement dédié ou dans le cadre d'une session future, hein, si voilà, le candidat peut rejoindre un autre groupe, par exemple. Voilà, on est aussi sur le cas lorsqu'effectivement le candidat n'a pas validé l'ensemble de ces blocs. Vous devez effectivement, en tant qu'expert et organisme habilité, lui préciser que rien n'est foutu, que vous pouvez, bien sûr, qu'il peut toujours se représenter à un bloc, hein, pour pouvoir l'acquérir. Voilà. Vous pouvez donc, à ce titre-là, faire des préconisations en disant, bon, il te manque ce bloc-là, on va mettre en place peut-être un parcours de formation adapté, ou bien en interne avec un tuteur ou un référent entreprise, voilà les expériences à acquérir en situation de travail pour pouvoir justement arriver ensuite à valider ce bloc. Hein. Donc, voilà, il faut vraiment aussi, en tant qu'organisme habilité, préciser en fait la suite à ces candidats qui n'auraient pas eu l'ensemble des blocs du CQP. Voilà. Oui, merci Claire pour toutes ces précisions sur cette... Peut-être revenir sur les questions du chat qui se sont posées au fur et à mesure. Il y a pas mal de questions qui ont été posées. Oui. Alors, le bloc validé est-il attesté par l'OF ou la CPNE? Alors, je crois qu'on l'a dit, le bloc, il est validé par la CPNE. Voilà, hein, comme le ou les blocs, voilà, sont validés par la CPNE. Y a-t-il un tableau d'équivalence entre l'ancien référentiel de compétences du CQP et les nouveaux blocs de compétences? Merci. Alors, ça, c'est... il existe, mais c'était un document de travail qu'on a présenté en CPNE. Donc, à voir, effectivement, ça peut être peut-être un outil, justement, lorsque vous allez redémarrer sur ces nouvelles versions de CQP, peut-être un outil d'une grille de lecture par rapport à ces nouveaux référentiels. Là, je vais voir avec OPCO 2I, voir comment on peut vous faciliter en fait la prise en main de ces nouveaux référentiels avec cette grille de comparaison avant ou après. Sur un plateau technique, le jury peut être composé uniquement de l'expert évaluateur. Oui, et oui, tout à fait. Dans certains cas où tout se fera chez vous, par exemple, l'expert évaluateur peut être seul. Oui. Hop. Quelle est la durée de conservation des outils par l'organisme habilité après les jurys? Bonne question. Est-ce qu'on avait mis, avant l'actualisation de ces outils, est-ce qu'il y avait une date? Je n'ai pas en mémoire. Est-ce qu'il y avait est-ce que la branche ou l'OPCO 2I vous demandait d'archiver ces dossiers sur une durée? Je n'ai pas en mémoire. Il faudra regarder dans la convention. Alors, si je peux me permettre, c'est quand même c'est une question qui commence à se poser du coup, parce que avec l'histoire des CQP, ça peut commencer à faire, pour ceux qui les auraient conservés, des volumes qui ne sont pas anodins. Donc, voilà. Donc, et à un moment, est-ce que ça a du sens de conserver des trucs au-delà de une certaine durée? En tout cas, ça mériterait une petite clarification.
Et C'est quelque notre- part, on une va creuser. clarification formelle, quelque part, qu'on puisse dire, bah voilà, et à la limite, le fait qu'il y ait un nouveau CQP, ça peut être aussi peut-être une occasion en disant, je sais pas, voilà, il y a une règle, ceux qui ont été faits 2 ans après le nouveau, on peut les désarchiver peut-être. Enfin, voilà. Je vois que Françoise Thomas nous dit 5 ans. C'est peut-être voilà, la consigne que vous aviez, Françoise? Oui, oui, c'est la consigne que l'on avait, enfin, quand les CQP ont été lancés au démarrage. Historiquement, oui. Historiquement, on devait, il y avait un délai de repassage du CQP de 5 ans et on devait conserver. Enfin, j'ai en mémoire ce délai de 5 ans. Autre question, pour les CQPI incluant leurs modalités d'évaluation, l'écrit professionnel guidé, un comité technique doit-il se réunir pour une présentation orale? Oui, oui Françoise. On reste sur les mêmes procédures, le même process. On pense à l'animateur d'équipe essentiellement. Oui, oui, effectivement. En fait, on ne l'appelle pas, enfin, oui, c'est ce que j'ai inclus dans l'entretien final. Mais effectivement, dans le cadre de l'animateur d'équipe, cet entretien final, il se fait devant un comité technique où on présente alors soit une action qui est sur l'ensemble des blocs ou bien une action sur un bloc. Voilà. Mais oui, on reste sur les mêmes modalités. Concernant, oui, le délai de délai pour acquérir l'ensemble des blocs, on a une petite remarque. On parlait de 6 mois dérogatoires congé maternité, mais effectivement, ça peut être aussi un arrêt paternité. Oui. Et oui, 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 on est d'accord. Alors, pardon, excusez-moi, j'avais mis à titre de plaisanterie, mais pas que, en fait, parce que c'est une vraie question. Mais pour aller, pour compléter, est-ce que justement c'est automatique ou ça doit faire l'objet d'un échange pour validation auprès de l'OPCO2I? Après, c'est plus le certificateur, ou c'est plutôt le candidat qui doit faire la demande avec un justificatif, peut-être? Ouais. Alors, tu fais la demande auprès de qui, alors, du coup? Auprès de l'organisme de formation? Oui. Oui. Ouais. Et puis, dans le doute, l'organisme de formation peut interroger C'est l'OPCO. plutôt au moment du jury, c'est-à-dire que le candidat aura validé un bloc il y a X années, et au moment du passage devant le nouveau jury pour valider la totalité de la certification, on présentera un dossier. Évidemment, les membres du jury regarderont la date à laquelle il a obtenu le premier bloc ou les premiers blocs. Et si on peut avoir effectivement ce justificatif auprès de nous au moins, puisqu'on gère les certifications pour les branches, au moins qu'on vérifie nous. Et qu'on dise à la CPNE que effectivement c'est dans un cadre dérogatoire et que nous avons la preuve. Voilà. Et une question également, à partir de quand devrons-nous utiliser ces nouveaux outils? Dès que possible. Effectivement, l'idée, c'est de repartir, lorsque vous avez des actions, de repartir avec ces nouveaux outils, même si le CQP n'est pas encore enregistré au RNCP. On a compris que ça pouvait être indépendant. Il y a juste, voilà, on a un petit temps. Je travaille actuellement encore sur l'actualisation des questionnaires. Je ne vous apprends rien, c'est très très long parce qu'en plus, vous savez que pour un même CQP, on a des déclinaisons, chaîne et trame, maille, linge de maison. Donc, je tiens le bon bout. Je travaille notamment avec certains experts de vos organismes habilités. Donc, j'ai dans l'objectif que d'ici la fin du mois, on soit 98% opérationnel sur les questionnaires. Voilà. Et surtout, on attaque sur les questionnaires les spécialités les plus demandées. Voilà. Mais c'est les questionnaires qui prennent un peu plus de temps. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur cette partie 2, je vous propose de partir sur la partie 3 et de faire un focus sur l'aménagement des modalités d'évaluation pour les personnes en situation de handicap. Et là, je vais relaisser la main à Claire une nouvelle fois sur cette partie. Là encore aussi, c'est
c'est écrit hein, notamment dans les critères d'enregistrement des certifications professionnelles au RNCP, mais aussi au répertoire spécifique. Hein. France Compétences, enfin du moins ce décret nous rappelle les possibilités d'aménagement des épreuves doivent, dans leurs grands principes, être fixées dès l'entrée en formation et communiquées aux futurs candidats s'agissant d'une formation certifiante, que la formation soit réalisée par le certificateur lui-même ou un de ses partenaires. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez eu peut-être déjà ce cas, hein, avoir des candidats en situation de handicap qui peuvent bénéficier d'aménagements sur les épreuves d'évaluation. Alors, c'est difficile hein, de fixer au préalable tous les types d'aménagements de ces épreuves parce que je pense qu'il y a autant d'aménagements possibles qu'il y a de situations de handicap. Donc, les certificateurs, la branche, la CPNE du textile et habillement, délèguent, puisque vous êtes habilité, délèguent à vous, organisme habilité, l'aménagement de ces modalités de formation et d'évaluation des publics que vous recevez en situation de handicap. Hein. Et d'ailleurs, je ne vous apprends rien, c'est aussi une nécessité qui est affirmée dans le processus Calliope. Hein. Voilà. Donc, on peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, en tant qu'organisme habilité, si vous avez affaire, bien sûr, à ces situations, vous mettez en place, en fait, la procédure décrite dans votre certification Calliope, c'est-à-dire que vous informez, évidemment, qu'il y a des possibilités d'aménagement des évaluations aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez directement, avec ces personnes, analyser les besoins. Vous pouvez également solliciter un partenaire spécialisé pour identifier les adaptations à mettre en place hein, et puis fixer ensuite les aménagements de ces modalités d'évaluation. Mettre en œuvre ces aménagements, assurer bien sûr que ces aménagements sont bien mis en œuvre et correspondent bien aux besoins. Ce qu'on va vous demander en tant qu'organisme habilité, c'est que ces aménagements, le jour du jury en CPNE, soient portés à la connaissance des membres du jury paritaire. C'est important, effectivement, de dire, alors sans dévoiler, bien sûr, des secrets médicaux, hein, bien sûr, hein, il y a de la confidentialité à avoir, mais en disant, voilà, cette personne-là a eu, par exemple, plus d'heures plus de temps pour par à son questionnaire, ou bien a dû répondre à ce questionnaire pas par écrit, mais avec un ordinateur, par exemple. Donc, ça, c'est important que ces aménagements soient portés à la connaissance du certificateur. Voilà. Voilà juste pour ce point sur la prise en compte de la situation de handicap. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces 2 slides avant de passer à la dernière partie? Je ne vois pas de questions. D'accord. Donc, pour cette dernière partie, nous tenions à vous rappeler la procédure d'habilitation d'un organisme de formation. Vous savez, c'est un processus crucial hein, pour garantir la qualité et la conformité des formations et des évaluations dans le cadre d'un CQP. C'est pour ça qu'on vous rappelle en tout cas la procédure d'habilitation. Comme vous le savez, c'est le certificateur, donc la CPNE de la branche, hein, branche textile et habillement, qui délègue la formation et les évaluations d'un ou plusieurs organismes de formation habilités. Certains d'entre vous vont être habilités à former, d'autres à former et à évaluer ou simplement à évaluer. Donc, soit pour une certification complète au RNCP, soit une partie de la certification du RNCP. Comme on vous l'a dit, c'est pour un ou plusieurs blocs de compétences, ou alors la possibilité pour différentes voies d'accès, comme la formation continue VAE. Il est vraiment important de vous rappeler que vous, organisme de formation, vous ne pouvez pas intervenir sans habilitation de la CPNE, à former, à évaluer ou les deux, à former et à évaluer. Donc, on voulait vous rappeler dans ce cadre-là que toute entreprise ou tout candidat, par contre, a la liberté de sélectionner l'organisme habilité de son choix.
D'accord. Un organisme peut être habilité pour la mise en œuvre d'une ou plusieurs certifications de branche professionnelle et on vous rappelle bien que cette demande d'habilitation doit être effectuée pour chaque certification. C'est important, depuis ma venue, depuis le 1er mars, en fait, je suis en train de faire un état des lieux de tous les organismes habilités à former, à évaluer ou les deux. Et mon intervention, ça va être de vous accompagner et de remettre à jour effectivement ces nouvelles conventions de partenariat sur lesquelles il va falloir vérifier que vous soyez bien encore habilité à former. On va refaire une demande auprès de la CPNE. Ce qui m'amène à cette deuxième partie. Aujourd'hui, j'ai listé effectivement les organismes habilités par la branche textile et habillement. Mais cette mise à jour, elle est faite. Je vais revenir vers vous rapidement puisqu'une nouvelle convention de partenariat va être signée avec un délai. Préalablement, la majorité d'entre vous étaient habilités sur 2 ans. Donc, cette habilitation peut être faite sur une période plus courte, 12 mois, 18 mois ou 24 mois. Donc là, je reviendrai vers vous pour effectivement mettre à jour la nouvelle convention de partenariat et son annexe. L'annexe qui inclut effectivement le nom de chaque évaluateur. Pour rappel, dès lors où vous voulez rajouter un évaluateur à un certificat de qualification professionnelle, vous devez en faire la demande. Cette demande, nous, on va la présenter auprès d'une CPNE, textile ou habillement, selon l'organisme ou laquelle vous êtes habilité. On voulait vous rappeler qu'effectivement, et notamment dans la branche textile et habillement, le pôle certification OPCO2I a le mandat de gestion. Le mandat de gestion, c'est quoi? C'est nous engageons à la place de la CPNE à porter à bien toutes ces missions qui sont ici énumérées. Donc, l'OPCO2I, le pôle certification, est en charge de recevoir et traiter vos demandes d'habilitation que nous présentons nous-mêmes à chaque CPNE et nous informons par la suite chaque organisme de formation sur la décision de la CPNE. Cette décision, ce n'est pas nous qui la prenons, c'est bien la CPNE qui vous habilite organisme à former et évaluer ou simplement à évaluer. Une fois cette action menée, on va actualiser cette liste puisque cette liste est importante puisque nous allons la relever dans France Compétences des décisions de la CPNE. Aujourd'hui, vous êtes présent parce que vous êtes organisme habilité. Sachez que nous allons refaire la demande pour chaque organisme. Ce n'est pas acquis et il faudra démontrer effectivement, la dernière CPNE de l'habillement nous a demandé une cartographie de combien de CQP ont été réalisés, des sessions, du nombre de candidats. Donc, on va justifier de votre activité pour pouvoir renouveler en tout cas cette habilitation et aussi l'évaluation des candidats, des évaluateurs. Donc, nous allons mettre à jour cette nouvelle convention de partenariat et votre présence ici, c'est pour bien vous délivrer aussi l'ensemble des outils nécessaires pour la bonne mise en œuvre du dispositif, allant jusqu'à la participation à l'organisation des sessions de délibération de jury. Cette année, en fait, on aimerait être présent. L'OPCO2I a une évaluation en entreprise. Donc, pour pouvoir participer, évaluer en tout cas le fonctionnement, le contrôle et la procédure, ce que vous mettez en place. Nous assurons effectivement le contrôle pour pouvoir rendre compte auprès des CPNE dans aussi votre promotion et la communication. Et d'où ma venue, l'objectif, c'est d'avoir des réunions et des échanges plus réguliers pour animer votre réseau et ainsi relever toutes les problématiques que vous rencontrez pour être très réactive sur les démarches à suivre. Je poursuis sur une dernière slide et je vous laisserai poser les questions si besoin. Donc, ce contrôle par l'OPCO peut se faire avant le jury paritaire. Donc, l'OPCO se réserve le droit sur un échantillonnage de présenter des dossiers à la CPNE et c'est tout là votre rôle de responsable de qualité de bien renseigner les outils d'évaluation, les informations transmises lors des sessions pour pouvoir justifier auprès de la CPNE que tout est correctement rempli sur la plateforme GAC. Vous avez avant le jury paritaire, mais aussi après,
ou pendant, pardon, l'organisme habilité peut être convié à intervenir afin de présenter en détail les candidats et le déroulement des parcours. Le jury paritaire se réserve le droit de demander sur une base d'échantillonnage des dossiers présentés lors des sessions de délivrance en CPNE et de vérifier la conformité des opérations. Ce processus de traçabilité et de contrôle est simplement là pour réguler en fait les processus d'évaluation. Je vais laisser la main à Saravi pour vous rappeler effectivement les process de présentation des dossiers au jury de CQP. Merci Réjeanne. Oui, en effet, c'est vraiment un petit rappel puisque déjà précédemment dans la slide, Réjeanne vous présente déjà le process. Donc là, c'est vrai, on revient un petit peu plus dans le détail. Mais chacun d'entre vous commence bien à connaître ce process. Donc, avant la présentation des dossiers en jury CQP, donc il y a tout un travail à faire avant le jury. Bon, déjà, moi, je vous invite fortement, dès lors qu'un candidat a terminé son CQP, n'attendez pas de le saisir tout de suite dans la plateforme CQP, parce que je sais que c'est un petit peu long, notamment toute la partie scan des dossiers, des outils des candidats. Donc, je sais que ça peut être très long et que vous pouvez vous retrouver avec 20, 30 dossiers. Donc, surtout, n'attendez pas la dernière minute pour faire ce travail, parce que quand on vous informe qu'il y a une date de CPNE textile, voilà, dans 3 semaines, 1 mois, le délai, là, comme vous voyez, en fait, sur le schéma, il est un peu court. Donc, c'est pour ça que voilà, je vous invite vraiment à faire ce travail au fil de l'eau et pas attendre à la dernière minute dès qu'on vous annonce qu'il y a une date de CPNE textile. Ensuite, la règle, c'est que 3 semaines avant le jury s'occuper, donc déjà, les dossiers doivent être saisis sur le GAC et l'ensemble des dossiers, les outils scannés et déposés dans la plateforme. Voilà. Et il faut aussi m'adresser le fameux tableau Excel avec les candidats présentés en jury. Pourquoi? Parce qu'effectivement, sur la plateforme GAC, moi, je peux extraire les données des candidats déjà saisis. En revanche, sur la plateforme GAC, on n'a pas forcément toutes les données qui sont quand même attendues par la CPNE textile et habillement, qui ne sont pas rentrées sur la plateforme. Et donc, du coup, moi, ce tableau, il me sert aussi à apporter ces informations complémentaires qui ne sont pas saisies sur le GAC. Et ensuite, à J-2 semaines, donc nous, on envoie les éléments à la branche. Sachant qu'entre J-3 et J-2, donc il y a un battement de 1 semaine, où moi, quand je regarde la liste des dossiers qui sont déposés dans le GAC, notamment les outils CQP, le fameux tableau avec l'issue des candidats à la fin du parcours CQP, est-ce qu'ils ont été embauchés en CDI, est-ce qu'ils ne sont pas embauchés en CDD, pourquoi l'entreprise ne l'a pas embauché, il est parti sur une entreprise, ok, mais sur quel CQP, est-ce qu'il applique vraiment le métier dont il a passé le CQP, enfin, il y a plein de questions qu'il peut y avoir, et donc, du coup, cette semaine de battement, ça permet de nous faire des échanges et avoir des informations complémentaires pour répondre à des questions que les membres de la CPNE, ils peuvent être amenés à nous questionner. Et donc, après, ça sert aussi à valider aussi l'ensemble des dossiers des candidats. Plus on a de réponses à leurs questions, et plus il y a de chances qu'ils valident les dossiers. Voilà. Et ensuite, moi, j'ai un travail à faire de mon côté, donc à J-2 semaines, donc 14 jours avant la CPNE. J'envoie tous les éléments voilà, à la branche, c'est-à-dire tous les outils que vous me communiquez et les dossiers échantillonnés avec le support de présentation et le fichier Excel avec la liste détaillée des candidats présentés. Voilà. Et puis après, le jour J, c'est l'examen des décisions des dossiers qui sont présentés en CPNE textile et habillement. Voilà pour ma part. Merci Saravi. Alors, pour conclure, on a remis les missions de l'organisme habilité. Donc, à venir, on vous l'a dit tout à l'heure, vous allez pouvoir retrouver la présentation et la formation sur le dispositif de certification et sur l'utilisation de la plateforme de gestion. Donc, vous aviez déjà eu une formation sur la plateforme GAC, des informations et des documents nécessaires à la mise en œuvre du dispositif. Dès qu'il y a des mises à jour, vous allez recevoir ces informations, les référentiels de la certification. Donc là, vous a parlé tout à l'heure, et les études d'évaluation et leur mode d'emploi.
Donc ça, c'est à venir en ligne. Pour l'instant, on vous les transmet effectivement par mail. Il était peut-être important pour nous de rappeler aussi les différentes étapes d'intervention et le champ d'intervention des organismes habilités en termes, par exemple, de processus de communication et de cadrage qui comprend plusieurs étapes. Tout d'abord, il implique de présenter la démarche à l'entreprise, une étude d'opportunité en coordination avec l'antenne régionale, le suivi de la présentation de cette démarche au candidat. Il est important de prendre en compte aussi le contexte dans lequel la démarche va s'inscrire, ainsi que les objectifs spécifiques de l'entreprise et ou des candidats, tout en vérifiant les conditions de réussite. Là, je ne vous en prends rien, c'est juste une redite pour rappeler le rôle de chacun. En ce qui concerne aussi l'organisation de la mise en œuvre de la formation, cela implique la définition de l'organisme du parcours d'acquisition des compétences, en s'assurant une cohérence entre les compétences de la certification et des objectifs de formation. Il est également nécessaire de mobiliser les moyens pédagogiques et humains pour la mise en œuvre des formations et en formant les candidats dans leur domaine d'expertise respectif. Et enfin, une partie organisation et mise en œuvre du processus de la certification par la voie de formation, ce qui inclut les étapes telles que l'organisation, la réalisation des positionnements, les évaluateurs de certificatives, ainsi que l'analyse globale des éléments et le bilan final. Cela comprend également la préparation des dossiers en vue d'une présentation en jury paritaire, la saisie des actions sur la plateforme de gestion, la participation éventuelle en jury paritaire et enfin la remise des attestations et des certificats en entreprise et aux lauréats. Ça, ce sont effectivement les différentes étapes d'intervention de l'organisme habilité en soutien avec nous, OPCO2I. Dès que vous avez des questions, des manquements, des besoins, des attentes, n'hésitez pas à nous en faire part pour sécuriser et garantir la qualité, en tout cas, de la mise en place d'un CQP. J'en ai terminé avec cette partie de rappel, en tout cas, des attentes. Je vous remercie pour votre attention. Y a-t-il des questions? Oui, il y a des questions. Oui. Y a-t-il une formation par la branche pour les experts habilités? Donc, est-ce que Virginie, vous pouvez préciser dans quel but pour les outils d'évaluation En fait, ouais, voilà. En fait, initialement, sur les premières habilitations d'experts, on avait obligation en tant qu'OF d'envoyer sur Paris nos experts habilités pour qu'ils soient formés par la branche aux différents outils et valider définitivement leur habilitation. Donc, je voulais savoir si c'était maintenu ou si c'était du déclaratif par rapport à nos experts. Aujourd'hui, effectivement, mis à part l'habilitation par la CPNE sur dossier, puisqu'il faut présenter un dossier pour pouvoir se faire habiliter, soit en tant que structure ou si c'est pour évaluer, donc chaque évaluateur est habilité à évaluer, il faut que la CPNE le habilite, mais pour le moment, donc il n'est pas prévu des formations. C'était une demande d'experts habilités? Ou alors c'est... Non, c'était le process à l'époque. Ouais, c'était le process d'accord. qui était mis en place. Chaque expert devait être formé avant de... Ce qui n'est plus Alors, le cas. c'était l'OPCA à l'époque qui formait, parce que qui avait donné le mandat de gestion à l'OPCA. Donc, la branche avait donné le mandat de gestion à l'OPCA et donc c'était l'OPCA qui formait. Donc, pour l'instant, pas de formation pour les experts habilités. Alors, dans le cas de la mobilisation d'un OF habilité à former, en fait, qui saisit dans le GAC? Est-ce que quand on a deux organismes qui interviennent, un qui forme et un qui évalue, qui doit saisir dans le GAC? Donc, pour rappel, comme ça a été présenté lors de la formation sur le GAC, celui qui forme enregistre le candidat. Par contre, c'est celui qui évalue qui saisit les évaluations. Donc, les deux interviennent sur le GAC dans ce cas de figure-là. Donc, celui qui forme saisit les données candidats et celui qui évalue saisit les données d'évaluation. Ça, c'est vraiment dans le cas où l'OF habilité n'est pas le même.
Après, il y a une autre question. Est-il envisagé de pouvoir remplir le questionnaire de manière numérique via, par exemple, un smartphone? Pour le moment, ce n'est pas prévu. Si la question, c'est vous, en tant qu'organisme habilité à former et à évaluer, vous mettez en place cette manière d'évaluer, pourquoi pas? Après, donc, c'est moi qui ai posé la question parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des outils qui sont, voilà, qui sont couramment utilisés et certaines entreprises commencent à se poser ce genre de questions en disant, bah, voilà, ça fait partie des... Voilà. Donc, c'est une question, j'entends. Bon, je ne sais pas si on peut techniquement, on peut le faire. Après, je ne sais pas si on aura la capacité à mobiliser l'énergie pour le faire, mais techniquement, c'est envisageable. Ça peut être effectivement à envisager. Pour le moment, c'est pas prévu. Il faudrait que les CPNE décident effectivement de dématérialiser les questionnaires. Il y a des branches qui le font, donc à réfléchir. D'accord, il y a des branches qui le font du coup. Certaines, enfin très peu pour le moment. Non, mais c'est intéressant. Et pas forcément des branches pour lesquelles nous avons le mandat de gestion, donc on n'a pas de visibilité sur ce qui est fait et comment c'est fait, mais ou quelquefois, après, on n'est pas encore sur le numérique pur, mais où vraiment tout se fait sur ordinateur. Après, parce que là, on parle du smartphone, mais il faut que les candidats aient la capacité d'être derrière un ordinateur. Si par exemple le questionnaire est au moins rempli seulement en ligne, sans parler de smartphone, hein, mais après, il faut que les entreprises puissent mettre à disposition des ordinateurs pour les candidats. Et est-ce que les entreprises de ces deux branches-là sont en capacité de le faire? Voilà, il ne faudrait pas qu'on bloque des entreprises ou des candidats pour cette raison. Et de vérifier que c'est bien le candidat qui répond. Aussi. Merci Claire, oui. Oui. Alors, sur ce dernier point, vous parlez des missions de l'OF habilité. Est-ce que l'OF habilité en formation ou celui à évaluer? Alors, peut-être qu'on peut revenir sur cette slide. Ou est-ce qu'il y a une répartition qui peut être faite sur ces missions? Alors, la toute dernière slide, je crois. Alors, communication et cadrage. Donc, présentation de la démarche à l'entreprise. Bah, effectivement, donc pour répondre à la question, il y a des missions qui peuvent être partagées puisque pour le sujet de la partie communication, évidemment, les deux organismes, si ce sont deux différents, peuvent avoir un rôle. Celui qui forme peut faire la promotion des certifications comme celui qui évalue. L'organisation et la mise en œuvre de la formation. Donc là, si on n'est que sur la formation, donc c'est celui qui est habilité à former. Et après, sur la partie mise en œuvre du processus de certification, là, si on est sur vraiment les évaluations, évidemment, c'est le rôle de l'évaluateur. Remise des attestations, c'est le rôle de l'évaluateur. La participation en jury paritaire, plutôt évaluateur, mais après la CPNE, enfin le jury peut demander la participation pour, par exemple, poser des questions ou il le demande de plus en plus hein, de faire participer les évaluateurs ou les formateurs au jury. En plus, maintenant, ils se font à distance, donc voilà. La saisie des actions sur la plateforme, c'est le rôle des deux, puisque pour répondre à, voilà, pour être en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, les deux saisissent sur la plateforme. La préparation des dossiers pour les jurys, donc là, c'est celui qui évalue, qui prépare les dossiers. L'organisation et la mise en œuvre des évaluations, donc là, c'est celui qui évalue. Celui qui organise le binôme évaluateur, donc c'est forcément celui qui évalue. Et les évaluations, hein, le positionnement initial, donc pareil, hein, c'est l'évaluateur. Donc, évidemment, donc là, cette slide, elle concerne à la fois celui qui forme, mais également celui qui évalue. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment, même si c'est ou alors des choses hein, voilà, sur lesquelles vous posiez des questions et pour lesquelles vous n'avez pas encore de réponse
après se dérouler, hein, n'hésitez pas. Je sais pas si tout le monde m'entend. Oui, bien sûr. Je voulais savoir s'il y avait une réflexion sur la possibilité de faire repasser des CQP à des gens qui ont déjà eu, par exemple, un CQP avec une spécialité ameublement il y a 8 ans, 9 ans, et pour cette personne qui intègre une entreprise qui va faire de l'habillement en maille, est-ce que c'est possible de lui faire repasser le même CQP avec une autre spécialité? Je peux apporter un début de réponse si vous voulez, Virginie. En fait, la spécialité, c'était la contextualisation du questionnaire. Les compétences sont les mêmes. Donc, vous allez revalider les mêmes compétences. Dans un cadre différent, du coup. Ouais, c'est quand même En fait, dans un contexte différent, mais la différence, elle se fait uniquement en fait, dans la contextualisation du questionnaire où on voit apparaître des machines liées à la maille, à la confection maille. Mais en termes de validation des compétences, on valide les mêmes que l'on soit en chaîne et trame ou maille. Donc, on n'aura pas l'autorisation de le faire repasser. Alors, en fait, ça n'apportera rien de plus au candidat. Il aura le même CQP. Alors, nouvelle version peut-être 2024, mais il n'aura rien de plus. Il aura déjà validé ses compétences. Juste pour compléter, là, justement, puisqu'on est en plein dedans, sur les questionnaires, par exemple, OMC, chaîne et trame et maille, le questionnaire, en fait, que je sois en chaîne et trame ou maille, on a 95% de questions communes. Les 5%, c'est des réglages de machines un peu spécifiques lorsqu'on est en maille, évidemment. Peut-être des critères qualité un petit peu différents, mais au niveau des connaissances, de la théorie, on est vraiment à 95% je veux dire, sur des questions communes. Hein. Voilà. Pour la suite, en fait, ce qu'on vous demandera, donc votre interlocutrice privilégiée à l'OPCO, c'est bien Sarah Vie et moi-même. Donc, on vous a laissé nos adresses mail et nos téléphones pour pouvoir nous contacter. Dès que vous avez une question, une attente, n'hésitez pas à nous solliciter par mail ou par téléphone pour qu'on puisse effectivement vous répondre rapidement. Bien sûr, comme on vous l'a répété, cette présentation a été enregistrée. Vous allez recevoir par mail donc le support de présentation ainsi que le lien d'enregistrement. Surtout, n'hésitez pas. Nous restons effectivement à votre écoute pour répondre à vos attentes. Et donc, Réjeanne, comme elle le disait tout à l'heure, va prendre contact avec vous pour refaire un point sur les habilitations, voilà, vos dossiers d'habilitation et éventuellement repasser vos dossiers en CPN en fonction des dates d'expiration de ces conventions et de ces habilitations. Oui, parce que les dates sont expirées, donc à nous de re-signer effectivement cette convention de partenariat, ce qui va permettre de contractualiser correctement et même pour vous, hein, de savoir où vous en êtes dans ces habilitations. Alors, et notamment la liste des évaluateurs. Oui. Je peux me permettre une question. Donc là, on va réhabiliter les organismes qui étaient habilités dans l'ancien temps, on va dire, l'ancienne mouture. Nous, on a de nouveaux formateurs qu'on doit habiliter sur notre expertise en tricotage notamment, tissage et maintenance, enfin maintenance métier à tisser. Comment on fait? On attend qu'on repasse, on se recontacte pour repasser nous l'habilitation Maya Campus et ensuite on habilite nos nouveaux formateurs ou on peut déjà envoyer les demandes d'habilitation? Alors, il faut vraiment distinguer deux choses. Ouais. Être habilité à former, donc là, c'est la structure qui est habilitée à former. Oui, on est bien d'accord, c'est pour ça que je pose la question. Et les évaluateurs. Et donc, vos évaluateurs, c'est du nominatif. Oui. Et donc là, c'est... on va dire que l'habilitation à former, ça va être une formalité, entre guillemets. Okay, mais il faut que les CPNE... voilà, revalide le fait qu'un tel soit habilité à former. Après, vos évaluateurs, eux, les CV sont regardés. Les évaluateurs... Et donc, c'est ces évaluateurs-là où, effectivement, il va falloir prouver et montrer les CV de ces évaluateurs pour voir
et réactualiser aussi nos listes elles datent un petit peu. Donc l'objectif, c'est vraiment de tout remettre au propre et puis que les CPNE se repenchent aussi sur les habilitations, des structures aussi en termes de flux, combien il y a eu de certifiés avec tel prestataire depuis combien de temps, ils reprennent aussi un petit peu l'historique, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements, puisque pour rappel, c'est aussi ce qui est demandé aux certificateurs, d'avoir ce rôle de contrôle et d'animation de leur partenaire, donc que vous êtes. Et donc, on trace tous ces éventuels dysfonctionnements. Peut-être qu'il n'y en a pas eu depuis toutes ces années, mais l'objectif, c'est là de se reposer sur le sujet. D'accord. Donc, je vais essayer de recontextualiser ce que j'ai compris. Allez-y. J'ai fait remplir en fait les dossiers, les tableaux Excel en fait avec CV des nouveaux salariés là qu'on a. C'est par rapport à leur expertise, je peux vous les envoyer. Et après, on distingue bien les deux procédures. Vous avez bien le dossier de demande d'habilitation, c'est ça? Oui, on est bien d'accord. Non, je vais vous envoyer un truc brouillon. Non, j'ai bien le dossier. Non, mais après, est-ce que... Ouais. Pardon, excusez-moi pour mon humour décalé. Merci beaucoup. Donc, oui, on va... oui, vous pouvez les envoyer. Merci. Merci à tous. Et puis, n'hésitez pas, comme ce qui a été dit, de solliciter OPCO2I et le pôle certification en particulier pour toutes vos questions. Et puis Claire aussi, évidemment, pour ceux qui étaient en contact avec Claire, si nécessaire. Mais voilà, n'hésitez pas. Oui, quand vous me contactez, vous m'envoyez un mail, vous pouvez aussi mettre en destinataire Réjeanne aussi sur tout l'ensemble des questions. Alors moi, je vous écris, je n'ai pas forcément le réflexe de la mettre en copie, mais vous n'hésitez pas aussi de la mettre en destinataire de vos questions, n'importe quelle question sur le sujet des certifications, des habilitations. Voilà. En tout cas, merci pour ces éclairages. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Merci à journée. tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.